Dans votre émission ce soir, nous recevons une auteure, poétesse et comédienne qui, selon les mots de Albert Londres, porte souvent la plume dans la plaie, car souvent elle parle des maux de sa Guyane et de ses contradictions. Elle est une écrivaine à fleur de peau et surtout à fleur de mots. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Emeline Octavie. Bonsoir. Bonsoir Ayo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous. Vous êtes née un 10 août à Cayenne. Vos proches disent de vous que vous êtes généreuse, exigeante et rigoureuse. Vous avez étudié les lettres, les langues et les arts à Paris et à Cayenne. Vous avez commencé à écrire à l'âge de 15 ans. À 19 ans, vous publiez votre premier livre intitulé « Masque noir sur face blanche ». Vous confirmerez votre goût pour les lettres avec un deuxième ouvrage, « Sourire aux lèvres et larmes aux yeux » en 2007. En 2011, vous faites un stage intensif au cours Florent, puis à Acting International. Vous mettrez en lumière le parcours de Jacques Martial dans le cadre de votre mémoire universitaire. En 2016, vous signez votre première grande création, Battement de mots, un spectacle poétique dans lequel vous partagez la scène avec votre guitariste Thierry Salomon qui vous accompagne dans cette belle aventure, lier l'acte d'écrire à la scène. Poussé par une motivation sans limite, vous sortez votre premier single, Cogne, un véritable plaidoyer contre les violences faites aux femmes. Suivra en 2017 le single Papa-Maman, récompensé 2 fois lors de la 11e cérémonie des Lions d'Or de la musique guyanaise, comme auteur de l'année et pour une création artistique originale. Vous ne comptez pas vous arrêter là. Votre secret ? Vous aimez prendre le temps de vous recueillir pour faire le vide et trouver l'inspiration. Faire le vide et trouver l'inspiration, Emeline Octavie, c'est indispensable. Nécessaire, vraiment. On a vu un peu votre parcours condensé en 1 minute. Ça ne suffit pas pour parler de la vie d'un être humain, d'une femme, d'un auteur. Mais qu'est-ce qui fait dans votre parcours ce que vous êtes aujourd'hui ? Waouh, bonne question. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, je vais me mettre à écrire et c'est ce que je vais faire ? Est-ce qu'on se dit ça ou est-ce que ça vient avec le temps ? Ça vient tout seul, c'est venu tout seul, c'est venu à l'âge de l'adolescence. J'ai le souvenir, je rentrais au lycée, c'était une période un peu compliquée. On quitte tous les camarades du collège, on se retrouve propulsé dans un établissement beaucoup plus grand, avec une nouvelle façon, méthode d'apprentissage et également l'adolescence qui bat son plein, les changements aussi bien corporels et autres. Oui. Et j'avais énormément de questions et pas forcément l'envie de les poser à quelqu'un, à un adulte ou à un professeur. Donc je me posais des questions à l'écrit, je répondais à ces questions et puis après finalement j'écrivais de la poésie. Vous êtes poétesse, auteure, comédienne par la suite. On l'a vu dans le portrait, vous avez fait le cours Florent. J'ai fait un stage intensif. Alors un stage intensif, j'ai pas fait les cours Florent, c'est-à-dire qu'en 2011, quand j'ai décidé d'aller pleinement vers la scène. Je suis partie un été à Paris et j'ai multiplié les cours intensifs dans des écoles pour en trouver une. J'en ai trouvé une qui était mon coup de cœur, ça a été l'école Auvray-Noroy. Sur un coup de tête, j'ai décidé de rester, de me réinstaller. Comment ? L'écriture et la comédie, c'est très lié finalement. Pour moi, ça reste lié dans la mesure où j'écrivais. Alors, certaines personnes sont là uniquement pour le jeu. Moi, j'écrivais et c'était intéressant pour moi de voir comment l'écriture pouvait être portée comme ça sur scène. Oui. Voilà. Et vous êtes poétesse et pas slameuse. Il y a une différence entre les deux. Quelle est la différence ? Quelle différence vous faites en tout cas ? Alors, d'une part, je ne me considère pas comme slameuse. Après, ça reste un terme anglais. Et puis, je préfère qu'on me mette... Déjà, je n'aime pas les étiquettes. Voilà. J'aime pas les étiquettes. J'aime pas qu'on me mette comme ça dans une case. Qu'on me dise que je sois poète, pourquoi pas ? Qu'on me dise que je sois slameuse, non. Mais les slameurs, les poètes des temps modernes, sans doute. Mais c'est un mot français. Pour moi, poétesse. Les slameurs, ce sont des poètes. Oui. Ce sont des poètes. Mais c'est en anglais. C'est dans le monde anglophone. On est en France ici, qu'on le veuille ou non. Et la poésie, parce que bien souvent, on les associe à l'image urbaine, à l'image de la rue. La poésie prend essence partout. C'est le moment venu de parler de votre souvenir. On continue à discuter et votre souvenir dans votre travail de poétesse, d'écrivaine en règle générale, vous partagez ce talent, cette passion avec d'autres personnes. Et c'est justement à ce moment-là que vous avez pu garder un souvenir important de votre vie. C'est quoi ce souvenir ? Exact. Quel est-il ? Durant 2 ans, donc en 2017 et 2018, pendant de longues heures, de nombreuses semaines, des mois,
2 années, je rentrais pratiquement plusieurs fois par semaine au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly. Ouais. Et donc là, j'animais des ateliers d'écriture et de déclamation poétique avec des détenus. Donc aussi bien dans le quartier des femmes, le quartier des hommes et également chez les mineurs. Et comment ça se prépare généralement, ce genre de séance ? Alors, comment ça se prépare ? Donc, déjà, moi, j'ai ma préparation au niveau du contenu des séances. Et puis, c'est également beaucoup de préparation mentale. Je me coupais de tout avant ces séances et après ces séances. Parce que je rentrais dans un endroit qui n'était pas un endroit ordinaire. J'étais à l'encontre de personnes qui étaient privées de liberté. Pour X raisons, ça ne sont pas mes affaires. Et il fallait que j'arrive à partager cette passion, à les entendre. Et, ça a été riche. Oui. Ça a été riche et j'ai l'impression que je leur ai donné, mais ils m'ont donné tellement également. C'est comme si, voilà, pour eux, j'étais un peu cette fenêtre vers la liberté, vers l'extérieur. Mais vous, comment vous vous sentiez d'aller les voir, de voir des gens privés de liberté ? Ah, mais ça me faisait mal. Ça me faisait mal et jusqu'à maintenant, en y pensant, parce que bon, lorsqu'on part de là, il y a des affinités qui s'instaurent. On ne repart pas de là de façon stoïque en se disant, bon, c'est une page qui est tournée. Non, au contraire, ce sont des femmes, ce sont des hommes, ce sont des enfants que j'ai rencontrés dans ce cadre-là. Et bienveillants, avec une tendresse palpable. Et c'était juste... Ils ont fait des erreurs dans leur vie à un moment donné. Ouais, ils ont fait des erreurs et j'ai envie de vous dire, bon, de toute façon, s'ils sont en prison, c'est qu'il y a bien une raison. Je ne suis pas là pour juger et j'étais là justement pour leur apporter un moment différent, un moment autre qui était grandement attendu. Alors, il faut savoir que lors de ces ateliers-là, les effectifs étaient... restreint. Donc, tout le monde n'avait pas la chance de participer à ces ateliers et ça suscitait pas mal. Alors, ceux qui étaient là étaient bien contents d'être là et tenaient l'année d'après à être encore présents. Et moi, j'ai été séduite par la qualité de leurs plumes. Il y avait énormément d'émulation entre eux, de bienveillance, parce que les textes qu'ils écrivaient, c'était des textes de l'ordre très personnel. Et ces textes-là, ils les disaient ensuite. Et j'ai trouvé très respectueux, notamment de la part des hommes. Ça a été, je crois que j'ai eu un coup de cœur pour le quartier des hommes, où l'écoute se faisait avec grande attention, avec beaucoup de tendresse. Ils étaient, voilà... les uns envers les autres. Ce qu'ils écrivaient, vous me disiez, c'était autant des écrits très joyeux que très tristes aussi. Voilà. Et dans votre écriture en règle générale, quand on lit les titres de certains de vos ouvrages, sourire aux lèvres et larmes aux yeux, comme un clou dans le cœur, et d'autres encore, battement de mots. On a l'impression que c'est toujours très mélancolique. Il y a beaucoup de tristesse. Et souvent, dans votre entourage, on vous a dit que la mélancolie n'était pas très vendeur. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez définir votre travail, ce que vous faites ? Je ne vais pas changer de couleur d'écriture juste parce que c'est dans l'air du temps ou parce qu'il faut faire vendre, non du tout. Si mon écriture est mélancolique, si ma signature est celle-ci, elle restera celle-là. Ça ne m'empêche pas d'être drôle, ça ne m'empêche pas d'être légère par moments, mais je crois que j'ai beaucoup plus de choses à dire et... Votre écriture, elle est mélancolique parce que vous-même, vous êtes une personne mélancolique, triste. Ça doit être ça. Triste ou pas ? Je suis triste, joyeuse. Pour quelle raison ? C'est dans l'air du temps, de mon temps. Tout ce que j'observe, tout ce que je vois au quotidien, il y a beaucoup plus de tristesse que de moments de joie. Voilà. Et la Guyane aujourd'hui que vous observez ? Elle a ses belles facettes, cette richesse au niveau de la faune et de la flore qui est inégalable. Mais à côté de ça, waouh, j'ai envie de pleurer. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Et votre livre que vous avez choisi dans cette émission, un livre d'Aimé Césaire, qui est un livre que vous avez tout le temps sur votre table de chevet. Quel est ce livre ? Le cahier d'un retour au pays natal. Pourquoi ce choix ? Alors pourquoi ce choix ? Parce que c'est un livre qui m'a... Je ne vais pas dire qu'il m'a raccroché à la vie, mais en tout cas, je suis rentrée dans ce livre par hasard. Ce n'est pas un livre qu'on m'a obligé à lire à l'école ou qu'on m'a mis. Je suis allée vers ce livre naturellement. Je l'ai découvert à 2 reprises et la deuxième fois, je crois qu'il m'a happé tellement fort que je me suis dit non, ça
c'est le livre pour toute ma vie. C'est voilà, ma Bible, le cahier d'un retour au pays natal de Césaire. Pourquoi ce retour au pays natal vous interpelle autant? Pourquoi? Parce que j'ai été amenée à faire pas mal de va-et-vient, notamment quand je suis partie pour étudier à Paris. Je revenais ensuite au pays natal. Ensuite, j'ai dû repartir lorsque j'ai décidé de me lancer pleinement dans le théâtre. Et donc, je me rends compte que finalement, les 10 dernières années de ma vie a été fait de va-et-vient entre l'ailleurs et la Guyane. Et dans ce livre-là, déjà l'écriture, elle est belle, elle est poétique. Et puis, elle nous permet de, je sais pas, lorsqu'on n'a plus d'espoir, lorsqu'on se sent bas, lorsqu'on se sent mal, c'est un livre qui nous dit non, tout est possible, peu importe d'où tu viens. Et c'est juste formidable. Et ces mots-là, ce livre-là, limite, je l'apprenais par cœur. Et c'est bien pour ça que lorsque j'ai fait mon master en études théâtrales, j'ai choisi de travailler sur Jacques Martial parce qu'il en avait fait une mise en scène. Il en a fait également un téléfilm. Et vraiment amoureuse d'Aimé Césaire et de cette œuvre-là, qui est vieille de 1938, mais qui pour moi reste d'actualité. Et nous sommes debout maintenant, mon pays et moi, les cheveux dans le vent. Il l'a écrit, c'était pour la Martinique, c'est aussi bien pour la Guyane. Votre Guyane est un pays qui, contrairement à d'autres pays, quand on l'aime, on la quitte. Alors peut-être que c'est pas propre à la Guyane, mais en tout cas, moi, c'est le ressenti. On retrouve ça dans certains de vos écrits, justement. On retrouve ça dans Pays à deux routes. Exactement. Dans Pays à deux routes, également dans un autre texte de ce recueil, où je dis, voilà, ce pays, on l'aime tellement qu'à 18h30, on s'envole. Bien souvent, on s'envole, on part parce qu'on a des opportunités ailleurs, on s'en va parce qu'il y a des déceptions, et on s'en va pour se réaliser ailleurs, par amour, peu importe. Et c'est la réalité, il faut faire avec, il faut accepter. Sur votre route, vous avez rencontré des jeunes qui ont plein de projets en tête, des jeunes avec qui vous avez souhaité travailler, et l'un d'entre eux en particulier vous a touché. Qui est cette personne? Alors cette personne, c'est un jeune danseur qui s'appelle Jessic Janvier. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Parce que récemment encore on a collaboré ensemble, et puis je pense qu'il a tellement de choses à offrir au monde, et il est à cette belle fleur de l'âge où plein de choses sont possibles pour lui, et je pense que c'est important de pouvoir mettre ces jeunes-là en lumière et leur dire, bon allez vas-y, tu as un don au niveau de la danse, vas-y pleinement. C'est important de leur faire confiance, de leur donner des responsabilités, de les amener à collaborer avec nous. Oui. Et j'ai pas besoin d'attendre d'avoir 50 ans, déjà je sais même pas si un jour j'aurai 50 ans. On vous le souhaite en tout cas. J'ai pas besoin d'attendre d'avoir ces âges avancés pour pouvoir moi également porter main forte, aider à ma façon, en tout cas collaborer avec ces jeunes. Et j'ai souvent associer des jeunes à mes créations. Et justement, votre travail en règle générale est reconnu, récompensé. 11e cérémonie des Lions d'or de la musique guyanaise, vous avez été récompensé à 2 reprises, auteur de l'année puis création artistique guyanaise. Vous êtes quelqu'un qui marquait le paysage, en tout cas artistique guyanais, et vous avez pu recueillir, en tout cas travailler avec des jeunes pour continuer à dispenser ce message. Un spot que vous avez réalisé récemment, c'est pour sensibiliser notamment à l'alcool au volant. On va regarder un extrait de ce spot que vous avez réalisé. Ce n'est pas juste un spot de sensibilisation, c'est aussi l'art et la manière de dire les choses. On va regarder ensemble. Que mon corps m'appartient, que l'ivresse je l'adresse, la vitesse je la gère. Vois comme le risque m'émerveille et quand mon pied accélère, vois comme l'allure me va bien. Je baisse pas les yeux, je mate le temps, et s'il faut je monterai d'un ton. Moi je fonce, je suis pas du genre à me laisser dépasser par le vent. C'est drôle hein, c'est fou comme c'est drôle. Cette vie qui t'a quitté, ce vide que t'as laissé. C'est drôle hein, c'est triste comme c'est drôle. Tu chantais Carpe Diem et ta force était faible en fait. Tu pleurais pour des vers, c'est drôle qu'on t'ait rien dit. Par courtoisie, personne t'a dit arrête, freine. Boire comme tu le fais ne rime à rien. C'est drôle hein, c'est triste comme c'est drôle. Toutes ces voix qui après coupe s'élèvent, gâchis et mise en bière. Anne, je suis forte, tu disais.
j'ai vraiment peur de rien, je bois pour le plaisir de plaire, je suis jamais sous, je tiens, l'excès. Et on le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. On vous a vu réagir sur les réseaux sociaux quand il y a eu cet accident à Matoury. Il y a d'autres accidents également qui se sont produits sur les routes de Guyane. On vous voit très présent sur les réseaux sociaux et sur votre écriture en règle générale. D'où vient cette envie de communiquer votre rage contre ces anormalités que l'on peut retrouver ici en Guyane et ailleurs d'ailleurs? Qu'on reste tous vivants dans nos voitures. Et bien souvent, moi j'ai grandi à Macoria. Et donc cette RN1, je l'ai empruntée à maintes reprises, aussi bien en bus scolaire, en voiture, à vélo. Je suis passionnée de vélo. Et je me dis que aussi bien mes frères et sœurs, mes parents, ma mère, toutes ces personnes que j'aime et qui empruntent ces axes routiers et par incivilité routière pourraient passer de l'autre côté, c'est juste pas possible. Et il ne faut pas oublier qu'il y a, voilà, il y a des mères de famille et des fois même des mères de famille qui font des conneries. C'est des drames familiaux voilà. Finalement. Autant de gens qui meurent sur la route, autant de familles endeuillées, autant de drames familiaux. Et un mort sur la route, c'est déjà un mort de trop. Lorsqu'il y a un décès, c'est pas simplement la personne qui meurt, c'est toute une famille qui s'effondre. On l'oublie bien souvent. Vous parliez tout à l'heure de votre passion pour le vélo et vous partagez cette passion avec la personne dont vous souhaitez parler dans cette citation, une citation que vous avez choisi de nous écrire. Je vais vous laisser l'écrire dans cette émission. Donc notre invité choisit toujours de nous écrire une citation qui l'a marqué, qui a marqué une partie de sa vie, qui a marqué une partie de sa façon de penser. Emeline Octavie, vous allez pouvoir nous écrire cette citation dans notre livre d'or. On va le lire par la suite. Et il s'agit donc d'une citation, vous me l'avez dit, confiée tout à l'heure au maquillage, qu'il s'agissait donc d'une citation de Christiane Taubira, avec qui vous partagez la passion du vélo, car elle aussi, elle se balade à Paris comme à Cayenne sur son vélo avec son Katuri. Quelle est cette citation? Pour ne plus souffrir, il faut ne plus aimer. Je ne veux pas cesser d'aimer. Je ne veux rien faire sans amour. Pourquoi vous avez choisi cette citation? Parce qu'en fait, je pense qu'au niveau des réalisations, au niveau du travail, au niveau de l'inspiration, le leitmotiv premier, ça reste l'amour. Et dans tout ce que je fais, il faut que je sois embarquée par ce sentiment-là. Sinon, je ne crée pas, sinon, je ne fais rien du tout. Et bien souvent, je pense que c'est le sentiment numéro 1 à mettre dans notre vie. Donc l'amour de votre entourage, de votre public, qui vous donne des ailes, comme vous dites souvent. Bien sûr, c'est important. Et lorsqu'on a une famille, lorsqu'on a un public, lorsqu'on a des personnes qui nous suivent, il faut pouvoir les chouchouter, il faut pouvoir leur apporter le meilleur. Et moi, je suis respectueux du premier au dernier. Et voilà. Il y a un enseignant en fait, de théâtre que j'avais à l'époque, qui disait lorsqu'on va sur scène, lorsqu'on joue, il faut jouer comme si, en se disant qu'il y a une personne qui vient au théâtre pour la première fois et une personne qui viendrait également pour la dernière fois. Et c'est important de leur donner toute cette charge d'amour. De l'amour, c'est beau ça. Vous allez avoir une petite charge d'amour dans cette émission. Il y a une de vos amies qui a souhaité vous dire quelques mots. C'est une amie qu'on connaît bien parce qu'elle travaille ici à Guyane-la-Première. On va l'écouter ensemble. On revient juste après. Emeline Octavie est une jeune femme talentueuse, brillante. Elle a une plume exceptionnelle. J'ai la chance de la connaître depuis de très longues années. On s'est rencontrées toutes les deux sur les bancs du lycée et j'ai appris au fil de ces années à la découvrir. C'est une amie extraordinaire et je sais que je peux compter sur elle à tous les moments de ma vie. Donc pour ça, je te remercie énormément. Nous avons eu la chance de voir ensemble un documentaire et ensuite on a discuté pendant un bon moment. Et c'est vraiment quelqu'un d'attentionné. Elle est présente. Elle est très motivante comme jeune femme. Et je n'oublie pas tous les conseils que tu m'as donnés. Et rassure-toi, un jour, tu pourras être très fière de moi, Emeline Octavie, comme je suis fière de toi. Oriana Prosper, animatrice ici à Guyane-la-Première radio, 1, 2, 3 Soleil notamment, et d'autres émissions sur nos antennes. Comment vous vous êtes rencontrés sur les bancs de l'école? Quelle est votre première impression quand vous avez rencontré cette petite fille sur les bancs de l'école?
Alors, on s'est rencontrés, on n'était déjà pas petite fille, on était... Petite jeune fille. On était au lycée Félix Éboué. Oui. On a fait la classe de terminale ensemble. Et par la suite, on s'est retrouvés également sur les bancs de l'IUFM. On préparait le CAPES, le concours pour enseigner les lettres lycée et collège. Et oui, Oriana, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui a une très belle plume. Et c'est quelqu'un que j'encourage. On l'entend à la radio, c'est On l'entend, ça s'entend à la radio et ce serait bien de pouvoir le lire également dans un roman, dans une nouvelle. Et c'est quelqu'un que j'encourage énormément à nous charmer de ses mots dans un livre. Et voilà, je suis très fière du parcours qu'elle a accompli. Et voilà, un jour, on se retrouve comme ça, avoir quitté l'éducation nationale, pas le rêve, mais en tout cas pour moi, je ne pense pas que c'était un rêve d'enseigner. J'ai enseigné, elle a enseigné, et on s'est dit que bon, c'était peut-être pas notre voie, notre destination finale. Emeline Octavie, on sait qu'on vous sait femme très engagée, inspirée, on vous devine très sensible comme personne, et dans la vie privée de votre famille, quelle est Emeline Octavie? Est-ce que les gens de votre famille connaissent? Ah, alors là, c'est autre chose. Je change de casquette. Je suis chiante. Ah oui, il faut un peu de chance dans la vie. Est-ce que ça se dit d'ailleurs? Je suis chiante, je suis sauvage et chiante. Donc ça, c'est un peu contradictoire, vous voyez. Là, ce sont mes frères et sœurs. Et vous voyez, on n'a pas un grand écart d'âge. Et j'aime bien les taquiner, j'aime bien les charrier, j'aime bien les embêter, parce que bien souvent, je pars pour de longues périodes, je ne les vois pas. Donc quand vous revenez, on a 100% d'Emeline. Là, je redeviens quelqu'un qui a 10 ans et je les embête. Votre grand-mère est votre principale groupie, elle suit tout ce que vous faites. Ah, ma grand-mère, elle aime ça. C'est quelqu'un qui, à chaque fois, dès le départ, parce que pour quelques personnes, on entend parler d'Emeline Octavie, ça fait 4 ans, 3 ans, ça fait bien longtemps que je fais de la scène. J'ai eu l'occasion de me produire avec l'atelier théâtre La Malmanourienne. C'était mon coup de cœur quand je suis revenue en Guyane et que j'ai vu cet atelier se produisait du côté de la Poudrière. Coucher de soleil sur des rochers. Et là, je me suis fait waouh, ils m'ont ramené vers le théâtre et je remercie énormément cet atelier théâtre. Et ma grand-mère, elle allait partout, tous les spectacles. Quand on disait spectacle à Mana, elle était à Mana. Elle était à Saint-Laurent, toujours à l'heure, avec sa canne et tout. Et voilà, et je sais que bon, l'âge faisant, c'est quelqu'un qui sera amené un jour à disparaître. Ça sera un public en moins, mais en tout cas, je suis contente. Mais justement, quand vous êtes sur scène, vous voyez tout ce monde, des yeux que vous connaissez, d'autres que vous connaissez moins. Quand vous voyez ces yeux à elle, est-ce que ça vous arrive de vous raccrocher un regard en particulier qui peut vous rassurer? Vous savez quoi? Je suis myope, je ne vois personne. Ça a des bons côtés aussi. Ah oui, quand je suis sur scène, et même au moment du salut, qui est un moment où on est vraiment en face du public, je deviens myope. Je ressens l'énergie de la salle, mais je ne vois personne. Vraiment. Vous voyez personne par choix? Je sais pas si pour vous concentrer? Non, je ne me concentre plus, mais je ne pourrais pas dire toi tu étais là, Non, c'est pas vrai. Et bien souvent, des personnes me disent ah, t'as pas arrêté de me regarder pendant. Mais je dis non, je t'ai jamais regardé, je savais même pas que tu étais là ou tu étais assis. Vous étiez comme en transe peut-être. C'est ce qui est beau avec la scène, le rapport avec la scène, c'est qu'on s'adresse à une salle et bien souvent les personnes pensent qu'on s'adresse à une personne individuellement. Et c'est ce qui est beau. Oui, chacun se sent concerné par la personne qui parle devant. Le morceau de musique dans cette émission pour finir en beauté, musicalement. Oh, ça passe vite. Je crois que c'était le début. Eh ben oui, on a discuté, comment on dit, à bâton rompu. Oui, c'est bien ça. C'est ça. Et c'est la fin, malheureusement. Et la fin avec une personne en particulier que vous aimez bien. Voilà, que j'aime énormément. Du duo Amazon, pour son travail. Gonyangan. C'est bien ça. Pourquoi ce choix? J'ai eu l'occasion de travailler, de collaborer avec Mickaël sur une résidence. C'était une fusion d'art avec des dessinateurs, avec elle au dessin. Et c'est une très belle âme artistique. Et ces sonorités, déjà, moi je suis amoureuse de la guitare, je travaille avec un guitariste. Et pour moi, le duo Amazon, c'est une respiration dans le paysage. Quel morceau vous avez choisi d'ailleurs? J'ai choisi Tempus Toti. Tempus Toti, qui est le premier morceau de son album Morpho. À cette époque, je faisais
énormément de routes ici en Guyane, des répétitions par-ci, ateliers par-là, etc. Et je crois que c'est le CD qui m'a accompagnée. Et je lui disais, je suis sûre que j'ai rayé la piste 1, 3, 4, 6 du CD parce que j'écoutais ça en boucle. Et lorsque voilà, ce morceau passe, je suis transportée ailleurs. Dans votre travail, d'ailleurs, on sent qu'il n'y a pas juste l'écriture, il y a vraiment tout cet aspect où vous avez recours à un guitariste, vous le disiez, à un violoniste, à un boxeur pour Cogne. Ce clip que vous avez réalisé pour lutter contre les violences faites aux femmes. Vous avez beaucoup d'artistes dans votre entourage, alors, dans votre collaboration? Alors maintenant, j'utilise le possessif, c'est un mot que j'utilise rarement. J'ai mon guitariste avec lequel je travaille depuis 2010. Et je remercie énormément parce que il apporte énormément, il apporte beaucoup. C'est quelqu'un qui a su se rendre disponible, qui a su être à l'écoute. C'est pas simple lorsqu'on sort d'une formation musicale, grand orchestre, et qu'on arrive, on travaille avec une artiste et qu'il faut savoir être à l'écoute. Toutes ces compositions m'ont permis d'ouvrir des chemins. Et Cogne, si Cogne est-ce que ça a été? C'est grâce en partie à lui. Guitariste. Voilà. Je vous remercie, Émilie Noctavie, pour la valeur des mots que vous posez sur les problèmes de la Guyane et des solutions que vous proposez sans doute également. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Vous aussi, je vous remercie de nous avoir regardés sur À mon cœur accroché aujourd'hui, accroché au cœur et à notre cœur, au cœur de Émilie Noctavie. Restez accrochés à Guyane la première. Bonne soirée, à demain. Merci beaucoup. On recommence? Quand vous voulez. On peut recommencer dès maintenant. Sauf que ce serait pour parler d'autres choses, notamment peut-être des projets à venir.